Bonjour à tous. Je suis Pauline Pradel, chargée de mission développement durable à l'EPA Bordeaux-Atlantique. Et nous vous proposons ce matin une nouvelle conférence sur l'architecture locale, les revêtements de façade et la construction bois, pour faire l'état des lieux des solutions existantes. Pour remettre un petit peu donc dans le contexte de cette présentation, donc l'EPA est un aménageur public en charge de l'aménagement d'une vingtaine de quartiers sur les communes de Bordeaux, Bègles et Florac. Et donc à l'échelle de l'opération d'intérêt national, nous soutenons évidemment tous les leviers de la construction et de la ville bas carbone pour respecter à l'horizon 2050 l'objectif d'une empreinte carbone par habitant de 2 tonnes par an. Donc parmi les leviers dont nous disposons à l'échelle de l'aménagement, nous travaillons évidemment sur la décarbonation de l'acte de construire, avec notamment un recours fort aux matériaux bois et biosourcés. Donc en ce sens, l'EPA a une stratégie bois qui est montée en puissance depuis 2011 avec un premier projet porté par Pichet Promotion, qui est le projet Perspective, et une montée en puissance donc, qui nous a amené, depuis 2019, à généraliser la construction bois sur l'ensemble des nouveaux projets qui sont engagés sur le territoire de l'opération d'intérêt national, auquel on associe une labellisation biosourcée de niveau 3 pour travailler à la fois sur la structure et sur les autres lots second œuvre et lots architecturaux des constructions. Enfin, dans nos ambitions, nous incitons aussi le recours à la filière locale, donc avec des matériaux qui sont produits localement et issus de forêts locales dans la mesure du possible. Par ailleurs, un des grands objectifs de l'EPA, c'est aussi de s'inscrire dans la continuité de l'existant et notamment de la ville de Pierre, bordelaise très connue. Donc en ce sens, nous avons défini, au-delà des prescriptions environnementales, des prescriptions architecturales, avec notamment donc une architecture apaisée qui se retrouve aussi dans les matériaux minéraux, avec une volonté d'avoir des façades qui soient minérales, lourdes et pesantes, pour aussi aller permettre de réduire la densité perçue. Donc, l'idée, c'est bien sûr de ne pas opposer les prescriptions architecturales et les prescriptions environnementales. Et donc, la question que l'on peut se poser quand on est un aménageur à ce moment-là, c'est existe-t-il des solutions disponibles sur support bois, à la fois pour massifier la construction bois et pour réussir une intégration urbaine contextualisée et donc réussie. Donc pour répondre à ces questions-là, il y a aussi derrière forcément l'idée d'avoir la question de l'offre industrielle. Y a-t-il une offre industrielle face à cette demande ? Et existe-t-il un corpus technico-normatif adapté adapté à ces solutions-là ? Donc pour en discuter ce matin, j'ai fait appel à 2 spécialistes qui ont tous les 2 des visions très complémentaires de cette question-là. Donc d'abord Eric Dimbling, dirigeant d'Ingénéco Technologies, et Julien Lamouli, responsable secteur charpente, ossature et bardage au FCBA. Donc pouvez-vous s'il vous plaît tour à tour m'apporter votre analyse de l'état des lieux sur les solutions existantes. Et donc pour le dire autrement, lorsqu'une maîtrise d'ouvrage décide de s'engager dans la construction bois, quels seraient selon vous les outils qu'il pourrait utiliser pour le faire sereinement ? Merci Pauline. Alors pour la connaître depuis une trentaine d'années, les outils développés sont très nombreux au service de la prescription bois. Et la filière bois est très attentive aux besoins de ses donneurs d'ordre. Julien vous en présentera plusieurs qu'il aura contribué à construire. Quant à moi, notre cabinet intervenant à différentes échelles qui se rejoignent, allant du macro au micro. Pour être synthétique et effectivement complémentaire, j'opte pour me placer sur un plan macroscopique en tant qu'AMO indépendant pour vous répondre. Je dirais qu'il convient premièrement d'adopter une approche modeste et progressive. Un projet immobilier n'est en effet pas qu'un projet technique. C'est premièrement un projet architectural, fonctionnel, organisationnel et qui est inscrit dans un temps long. Donc de ce point de vue-là, pour un maître d'ouvrage qui souhaiterait se lancer sur un programme bois, l'idée est peut-être de privilégier la façade ossature bois
dès qu'on est au-dessus de R+2, la façade d'ossature bois non porteuse. La raison en est simple, hein, c'est que ce procédé constructif permet d'atteindre un équilibre économique assez soutenable et reproductible, dans la mesure où à coefficient de déperdition thermique surfacique équivalent, vous gagnez entre 10 et 15 cm d'épaisseur multiplié par le périmètre, multiplié par le nombre d'étages. Donc ce qui fait que, on va dire, le surcoût travaux qui est induit en général par les solutions de façade s'amortit sur une surface habitable plus importante à épure extérieure équivalente. Donc, donc certes, vous avez des sujets qui sont liés à la façade, mais vous évitez de devoir gérer en même temps parfois les autres sujets qui sont liés aux problématiques liées aux séparatifs de logement, à savoir les planchers et donc les refends verticaux. Donc un grand nombre. Donc vous avez en fait sur cette diapositive là justement un outil qui existe en ligne et qui est disponible sur le site Ambition Bois, qui vous donne une espèce d'épure économique en fonction de différentes ambitions que vous souhaitez atteindre. L'ambition A1 en fait étant une ambition justement qui est un bâtiment béton sur lequel on aura appliqué une façade ossature bois non porteuse. Voilà, donc on voit que au prix de sortie, on va dire qu'on est équivalent par rapport à un bâtiment dit traditionnel. Un certain nombre d'autres documents figurent en ligne sur le site du Codifab. Vous avez les liens sur la présentation pour vous donner une cartographie de solutions de revêtement extérieur. Ici, vous avez différentes solutions donnant différents aspects et en face, les différents supports qui sont reconnus en technique courante à date. Donc ça, c'est disponible en ligne. Vous pouvez tout à fait le consulter et en une page, vous avez une vue synthétique de la question. Et enfin, dès lors que certains industriels ont mené des démarches d'évaluation technique avancées, ils peuvent revendiquer des domaines d'application qui sont un petit peu plus vastes que ceux qui sont décrits sur le poster précédent. Et à ce moment-là, marque par marque, hein, vous disposez d'une offre industrielle disponible. Voilà, marque par marque, un exemple de tableau qui se trouve en ligne. Un autre type de document qui concerne, on va dire, des guides qui permettent aux industriels de mener leurs évaluations techniques de façon plus sereine. Ce sont les guides qui ont été établis dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. Et je laisse la place à mon collègue. Merci Eric, merci Pauline, bonjour à tous. Oui, donc l'objectif de la construction bois, donc comme le disait Pauline en introduction, l'idée c'est vraiment de massifier la construction bois. Et pour ça, notamment dans le domaine de la façade, la filière française construction bois, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, a beaucoup travaillé. Avec des financements, il faut les citer, Codifab, France Bois Forêt et ministère du Logement, pour montrer et démontrer que ce qu'on peut proposer en termes de solutions techniques peut être reconnu techniquement parlant et et d'un point de vue assurabilité, parce que c'est là que se situe un petit peu le nerf de la guerre de l'évaluation dans le domaine du bâtiment, démontrer que ce qu'on propose en tant qu'entreprise ou en tant que maître d'ouvrage peut être assuré assuré en décennale. Donc voilà, vous avez sur la diapo ici à gauche un exemple de travaux que la filière a menés dans le domaine de la façade ces 10-15 dernières années. On a des travaux sur la résistance au choc, sur la résistance à la pluie battante, dans le domaine du bois, et notamment des revêtements extérieurs. Il faut démontrer que la façade en bois, voire en matériaux biosourcés, relativement sensible à l'humidité, est protégée des intempéries, de la pluie battante, des UV, etc. Donc il y a eu, et il y a encore, on va en reparler juste après, énormément de travail en ce moment et par le passé qui a été fait sur cet aspect protection des éléments en bois vis-à-vis de la pluie battante.
Beaucoup de travaux également relatifs au comportement hygrothermique de la paroi, la maîtrise des transferts de vapeur d'eau dans les parois ossature-bois, l'acoustique, le feu, la thermique aussi. Donc on a maintenant une connaissance et des moyens de démonstration, de preuve que les façades en bois, sur ces différents aspects, sur ces différentes performances, peuvent assurer des niveaux de performance tout à fait corrects, voire meilleurs que certains autres types de façades un peu moins biosourcées, on va dire. Et tout ça, donc ces études, il a fallu ensuite les défendre et les porter en normalisation, les faire reconnaître pour que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises puissent se disposer de documents qui leur permettent de construire sereinement et donc sans avoir systématiquement à tout redémontrer sur chaque chantier. Et donc, suite à ces études, ont été donc révisés le DTU 31.2, publié, créé de toutes pièces le DTU 31.4, donc sur les façades à ossature bois non porteuses, et sur les exigences réglementaires, donc des textes relatifs à la sécurité incendie, une annexe nationale à l'Eurocode 5, des appréciations de laboratoire façades pour démontrer qu'on peut, avec des façades bois, maîtriser la propagation du feu par les façades. De la même manière, sur les volets réglementaires acoustiques et thermiques, les documents généraux à disposition des acteurs de la construction ont été enrichis de solutions bois. Là, je parle des règles THBAT de la réglementation thermique. Un catalogue de ponts thermiques spécifiques liés au bois. On voit bien qu'ils sont beaucoup plus faibles que ceux des autres systèmes constructifs. Un catalogue aussi au niveau acoustique enrichi. Le référentiel Qualitel a été acoustique, a été enrichi de solutions bois. Voilà, donc un ensemble de documents qui permet aux acteurs de la construction de construire sereinement. Il manque des choses, on va en parler juste après. Mais voilà, la filière travaille pour justement qu'on puisse publier des choses, des documents qui permettront voilà, de massifier plus sereinement la construction bois. Et je vais repasser la parole. Désolé, j'ai pas fini. Oui, donc il y a voilà depuis une dizaine d'années environ, j'ai essayé de les compter, j'ai pas dû arriver au bout, mais pas loin d'une centaine de documents, rapports d'études qui ont été publiés. Ça fait beaucoup donc la filière a mis en place un site dédié qui permet de synthétiser tout ça. C'est le catalogue bois construction. Qui présente l'intérêt de regrouper partie d'ouvrage par partie d'ouvrage à la fois tous les référentiels applicables, c'est la partie bois ref du catalogue, un panorama de solutions techniques basées sur des carnets de détails, notamment de différents types de parties d'ouvrage bois, structure, enveloppe, menuiserie, bardage. Et également un configurateur de solutions dont vous avez une illustration à côté qui permet de, en fonction des besoins en termes de performance, performance acoustique, performance thermique, performance sécurité incendie, on sélectionne ce dont on a besoin et la page internet vous sort les solutions bois compatibles avec le niveau de performance que le maître d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre va vouloir atteindre. Voilà. Et là, cette fois, j'ai bien fini ma partie. Merci Julien. Donc effectivement, on voit bien que la filière a été très active et a produit un corpus documentaire assez complet pour les acteurs et pour accompagner l'essor de l'usage du bois dans la construction. Mais donc, pardonnez-moi si je me trompe, mais il y a des chiffres aussi et des ordres de grandeur qui circulent. Donc, il semblerait que pour un projet construction bois, la valeur des lots qui est habituellement dévolue à la construction bois pure est de 30% du tout corps d'État. Donc, par déduction, on peut considérer que 70% d'une construction bois n'est pas en bois et que travailler prioritairement sur la construction bois elle-même risque de ne pas être suffisant pour que la construction bois se développe effectivement, non ? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, conscient de cette limite, cette nécessité de travailler sur les sujets, mais cette
peut-être incomplétude, eh bien, la filière a initié une activité de club des industriels qui a pour vocation, alors pour utiliser un néologisme, de ligno-compatibiliser un certain nombre de solutions non bois pour être adaptées en fait aux solutions bois, puisqu'en fait un bâtiment en bois, c'est bien souvent en fait du plâtre de plaque, du bitume d'étanchéité, du béton de chape, du métal de bardage et de l'enduit de bardage, enfin un certain nombre d'autres matériaux en fait qui viennent parachever la construction pour que la construction bois soit une construction définitive. Et donc effectivement les ratios que vous avez cités, Pauline, sont exacts. Et à partir de 2019, l'idée était de travailler sur un concept de club des industriels pour compléter les actions, on va dire, génériques, d'essence générique de filière, qui s'inscrivent globalement en fait dans cet univers-là, pour booster en fait la proposition, l'offre industrielle à travers le développement de supports qui sont exploitables par l'ensemble des industriels. Alors ce tableau, vous êtes sans doute assez connu. C'est un tableau de l'agence Qualité Construction qui date un petit peu, mais que l'on a décidé de maintenir en l'état dans son ancienne version parce qu'elle met en corrélation les critères d'assurabilité avec les critères d'innovation. Et bien souvent, en fait, en construction biosourcée et bois et bas carbone d'une façon générale, eh bien, on se retrouve à devoir se réapproprier ce rapport de la technique courante et de l'innovation. Donc, je vais poursuivre. Il y a une grande intelligence dans ce tableau parce que, en fait, il est orienté de gauche vers la droite. En fait, si vous voulez, à gauche, vous avez les référentiels considérés comme étant les moins innovants ou les plus traditionnels, et tout à droite, jusqu'aux 3 petits points, en fait, les référentiels considérés comme étant les plus innovants. Et donc, vous voyez qu'il y a une communication, en fait, entre la partie de droite du tableau avec la partie de gauche, par un mode incrémental de sauts successifs de pénétration de l'innovation dans la traditionnalité. Et le travail que nous faisons ensemble, puisque FCBA est bien entendu partenaire de ce club des industriels, c'est d'essayer de lubrifier les rouages pour que ce passage dans le domaine traditionnel se fasse de la façon la plus harmonieuse possible et qu'il y ait bien un bon échange entre le générique collectif et l'innovant et propriétaire, en essayant donc de lubrifier, de faciliter le passage d'un état à un autre. Dans une dynamique de l'amélioration continue, d'une roue de Deming, souvent représentée ainsi. Alors un exemple, Mona, un exemple justement de ce type de collaboration, eh bien c'est une collaboration qui a permis à ce qu'un promoteur et un industriel s'associent pour porter un certain nombre d'évaluations. Et il faut souligner que ces évaluations sont ouvertes et disponibles en fait pour l'ensemble des autres parties prenantes. Donc ce ne sont pas des évaluations qui sont fermées. Et qui permettent aujourd'hui d'utiliser des solutions de revêtement extérieur sur des façades ossature bois non porteuses. Donc il y en a d'autres encore qui vont arriver sur le même modèle, mais on peut citer les pionniers qui ont porté ce travail assez lourd en fait pendant à peu près 3 ans, et nous les avons accompagnés d'ailleurs, y compris avec FCBA, pour atteindre ce résultat. Je vais te passer. Voilà, et donc effectivement, en termes d'accompagnement, c'est vrai que ça a été initié de manière individuelle, ça a été un petit peu harmonisé, collectivisé dans le cadre des JO, au travers notamment des guides qu'Éric a présentés précédemment, le guide sur les bardages terre cuite et les systèmes d'enduit sur isolant sur support bois. En fait, voilà, ce que j'ai présenté tout à l'heure, les travaux qui ont permis de démocratiser et rendre technique courante la façade à ossature bois non porteuse concernaient l'âme technique de la façade.
On en a conscience aujourd'hui, il y a encore du travail, donc c'est ce sur quoi la filière met l'accent aujourd'hui, c'est la traditionnalité et la reconnaissance en technique courante de ce qu'on vient rapporter sur les façades ossature bois. Donc tous les systèmes de revêtement extérieur, que ce soit des bardages, des enduits sur isolant ou d'autres types de bardages, voilà, qui peuvent, d'autres types de revêtements extérieurs qu'on peut mettre en œuvre sur les façades à ossature bois. Les façades à ossature bois, qui relèvent du DTU 31.4, sont des supports relativement récents par rapport aux façades maçonnées ou en béton classique. Et donc, voilà, l'accent est mis d'un point de vue R&D en ce moment sur donc l'évaluation de la compatibilité des systèmes de revêtement extérieur sur façade en bois. Les façades en bois ont un comportement, que ce soit thermique ou mécanique, différent des autres types de supports. Donc il faut démontrer que tout va bien en termes de déformation, support, structure, bardage. Donc un ensemble de démonstrations à apporter, et également que les systèmes de revêtement extérieur protègent suffisamment la façade à ossature bois des intempéries. Donc par rapport à ça, voilà différentes études en cours, notamment financées par le Codifab pour démontrer que les différentes solutions de bardage peuvent être posées sur du bois. Donc la publication récente d'un guide relatif à la mise en œuvre des bardages en plaques sur support bois, ossature porteuse, non porteuse et CLT. Des travaux en cours également dans le cadre du programme Profil pour transformer ce guide en recommandation professionnelle. Donc là, pareil, l'idée étant vraiment d'assurer les solutions techniques proposées. On a développé également côté FCBA un protocole d'essai spécifique qui vise à qualifier les bardages sur façade à ossature bois, et beaucoup plus en lien avec l'introduction de Pauline. On est à Bordeaux, il y a des façades minérales, un projet qui s'appelle Woodstone dans le cadre de MECD. Donc là on travaille avec les collègues des autres centres techniques, notamment le centre technique, le 7MNC, centre technique des matériaux naturels de construction, donc les collègues de la terre cuite et de la pierre, donc pour favoriser l'émergence de solutions techniques évaluées de murs mixtes, donc une façade ossature bois et des parements extérieurs lourds, donc terre cuite, terre crue et pierre. Voilà, donc à la fois sur des solutions d'ossature bois porteuses et dans un second temps non porteuses. Donc ce projet-là, à terme, doit permettre de caractériser et de porter vers la technique courante ces solutions de parements lourds sur support bois. Et si on s'écarte un peu du domaine de la façade, dans l'idée de ce que disait Eric tout à l'heure, donc à savoir permettre l'adaptation de solutions qui à la base ne sont pas développées pour la construction bois, mais pour permettre de vérifier qu'on est toujours compatible avec les spécificités des parois support en bois. Donc là, on rentre à l'intérieur du bâtiment, on est sur les planchers intermédiaires. Et dans le cadre des JO, donc avec Eric et les collègues du CSTB, on a rédiger un guide par rapport à la mise en œuvre des pièces humides sur plancher bois. Donc pareil, on partait de pas grand-chose. Les référentiels existants ne traitaient pas cette problématique-là. Donc aujourd'hui sont décrites dans ce guide des solutions techniques qui permettent aux titulaires d'avis techniques ou de solutions évaluées dans le domaine des revêtements de sol, de pouvoir viser dans leur document d'évaluation le support bois. Donc que ce soit des planchers CLT ou des planchers traditionnels solivés. Voilà, donc ça avance. C'est vrai que par rapport à la demande du marché, on pense toujours que c'est trop lent. Mais voilà, il y a énormément de choses à démontrer, mais on n'a jamais été aussi près du but par rapport
à la traditionnalisation de solutions à la fois de revêtement extérieur ou, comme dans ce cas-là, de construction de bois et pièces humides. On y est presque, et donc la construction bois va pouvoir avancer et se mesurer d'un point de vue technique avec des solutions évaluées aux autres systèmes constructifs. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. S'il y a des questions dans l'Assemblée, peut-être on pourra en prendre quelques-unes. Et sinon, nous vous invitons à venir nous rencontrer sur le stand des EPA pour discuter plus longuement avec nos intervenants. Merci à tous et très bonne journée.